Voilà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent toujours sur ce plateau dans l'amphithéâtre de l'école Isis à Castres-Mazamet pour cette deuxième démonstration en direct de ce matin. Cette fois-ci, on va parler des métiers de santé, de la coordination entre métiers de santé. Vous allez voir, on va avoir beaucoup de monde dans cette démonstration entre les pompiers, les soignants, le SAMU. Je vous dévoile pas tout, mais c'est un véritable scénario d'urgence qui a été monté ce matin. Et c'est important de monter ces scénarios d'urgence. Sophie Capillo, pour vous qui dirigez l'IFSI ici à Castres, qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans cette histoire au départ, de mobiliser autant de monde pour une démonstration autour d'une situation critique d'urgence? Ce qui nous a motivés, c'est tout d'abord l'humanisme, l'énergie collective de plusieurs compétences avec des hommes qui choisissent de travailler ensemble parce que leur exercice futur sera de travailler ensemble et de pouvoir mutualiser des compétences, d'élargir leur champ au service du patient. Alors, vous dites, dans les professions de santé, évidemment, tout le monde se mobilise lorsqu'on est en situation d'urgence, lorsqu'il y a des malades à sauver. Mais c'est vrai que parfois, chacun ne voit les choses qu'à travers son métier. Tel corps va voir surtout ses priorités. Et ensuite, le malade, il va passer à une autre étape. Il va arriver d'entre d'autres mains qui vont voir d'autres priorités, mais qui ne vont pas forcément prendre toujours en compte ou avoir l'information qui vient du corps précédent, etc., tout au long de la chaîne du malade. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au-delà de l'éthique du collectif, c'est aussi travailler l'interrelation et l'interprofessionnalité, puisque c'est aussi dans ces éléments-là que se joue la qualité et la sécurité des soins. Comment on communique, à travers quel langage, et comment on peut développer en travaillant à travers la simulation un langage et une culture commune au service du patient sur le territoire. Comment communiquer, avoir le même langage, avoir la même communication, faire que toutes les informations arrivent aux bonnes personnes. Pierre Pinzelli, vous dirigez l'hôpital de Castres-Mazamet. Vous aussi, vous avez souhaité rentrer dans cette aventure et se poser aussi les mêmes questions que Sophie Capillo. Finalement, comment amener différents corps de métier à communiquer? Alors, bonjour à tous. Bon, les questions sont forcément les mêmes puisque l'école est dans l'hôpital et que donc forcément, on travaille en étroite collaboration. Je vais rapprocher le micro, oui. Et donc, l'hôpital est forcément partie prenante de ces réflexions. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur les parcours de soins. Et on travaille sur comment prendre en charge de façon coordonnée, de mieux en mieux, les patients. Et au départ, les outils de simulation, on les avait plutôt imaginés, tous, comme des outils d'enseignement initiaux, comme des outils qui apportaient une très grande technologie dans l'apprentissage. Jamais la première fois sur le patient, haute autorité de santé, qui est une réalité chez nous et pas un slogan. Au départ, on le concevait comme un outil un peu statique. C'est-à-dire qu'en fait, les mannequins sont installés dans des pièces qu'on a recréées. Très bien, donc des chambres de patients, un bloc opératoire, une pièce de réanimation. Et puis on s'est dit, ces mannequins, il faut aussi qu'ils nous servent différemment. Et qu'ils nous servent pour à la fois permettre à l'ensemble des professionnels en formation continue, qui travaillent tout au long de la vie auprès du patient, de se coordonner, mais aussi de se coordonner dans d'autres situations un peu plus extrêmes, et notamment les situations d'urgence. Et donc à ce titre-là, on est ravis de pouvoir travailler avec le SDIS, qui est très partie prenante dans cette réflexion, qui va venir à nos côtés aussi dans notre centre de simulation et avec qui on réfléchit autrement la prise en charge des patients. Si je vais être un peu caricatural, Pierre Pinzelli, pour que tout le monde comprenne bien l'importance de ce que vous dites, on peut dire aujourd'hui que les infirmières, par exemple, sont très bien formées en école d'infirmière, font des tests sur des mannequins ou autres en école d'infirmière. Les médecins sont formés à l'université dans leur technicité de médecin, font des tests sur des médecins ou autres à l'université. Les pompiers sont formés dans leur centre de formation de pompiers. Le SAMU, il y a encore des formations qui sont complémentaires. Mais vous avez peu d'occasions d'avoir des formations qui rassemblent tout le monde autour d'un véritable cas d'urgence. Exactement. Cas d'urgence ou pas d'ailleurs. Ou pas, oui. Tout simplement prise en charge du patient. C'est-à-dire coordonner les acteurs autour de la prise en charge du patient. Parce qu'effectivement, la vraie vie, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le parcours de soins qui doit nous guider. C'est pas les enseignements dichotomisés, c'est le parcours de soins. Et donc que nous soyons tous recentrés sur le patient est un grand progrès, je pense. Bernard Rigaud, directeur de cette école ici, Isis à Castres, vous aussi, partie prenante dans cette opération. Vous partagez les réflexions de vos confrères? Oui, tout à fait. Déjà,
Rappelez que le nom de cette école, l'acronyme ISIS, a une particularité, c'est que informatique et système d'information pour la santé, c'est qu'il y a le mot santé à l'intérieur. Et d'ailleurs, nous sommes la seule école d'ingénieurs en France à avoir mis ce mot-clé particulier dans le nom de l'école. C'est pas uniquement une posture, hein, c'est l'affirmation que des ingénieurs informaticiens qui travaillent pour le monde de la santé ne sont pertinents que s'ils sont capables de s'approprier les problématiques des utilisateurs de leur système. Et la compréhension finalement de tout ce qui se passe, de toutes les problématiques qui sont incluses dans la gestion des parcours de soins ou de santé, l'utilisation finalement de la simulation des Living Labs, comme le recommandait Madame la directrice générale de l'ARS il y a quelques minutes, font partie de nos préoccupations. Et le centre hospitalier de Castres-Mazamet, au travers en particulier de son EFSI, pour nous est un partenaire de premier plan. D'ailleurs, nous avons conventionné pour faciliter les échanges pédagogiques, de recherche, d'actions de formation tout au long de la vie dans ce domaine. Et je me félicite finalement de cette collaboration. Merci Bernard Rigaud. On va justement lancer ce parcours, une forme de parcours de soins autour d'une situation d'urgence, avec à l'extérieur, je crois, de cet établissement, un accident qui vient d'arriver, et Vanessa Thomas, qui est cadre formatrice à l'IFSI, qui est à côté. Vanessa, est-ce que vous nous entendez ? Oui, tout à fait. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous. Donc dans quelques instants, nous allons vous faire vivre une des démonstrations simulées sur un parcours patient en interdisciplinarité. Mais avant, laissez-moi un petit peu vous parler de la simulation. Donc, c'est une méthode que l'on utilise en formation qui nous permet de mettre les apprenants au plus près de la réalité dans des situations quotidiennes ou un peu plus exceptionnelles. Ceci pour améliorer nos pratiques professionnelles, mais également apprendre à travailler en équipe en pluriprofessionnalité, que ce soit dans le cadre de la formation initiale ou continue, et pour tout professionnel de santé. Alors, la simulation se construit en 3 étapes. Le briefing, la mise en œuvre que vous allez assister, et ensuite donc la phase de débriefing où nous y reviendrons plus tard. Ces phases nécessitent une préparation conséquente en amont. D'accord, mais aujourd'hui, pour comprendre la situation, je vais vous dévoiler une partie du briefing. Le briefing qui aura été fait à nos équipes SMUR et sapeurs-pompiers. Notre victime simulée est un mannequin dernière génération qui permet une interactivité entre le formateur pilote et les intervenants. Notre victime d'aujourd'hui, il s'agit de Steve. Il a 28 ans, un jeune homme un peu casse-cou qui vient de piquer une tête à la piscine de l'Archipel. Il a voulu sortir des sentiers battus et vient d'avoir un accident de la voie publique avec sa moto-cyclette sur le site ISIS, commune de Castres. Alors, exceptionnellement pour vous public, vous pourrez voir l'envers du décor en simultané avec l'action. Pour cela, je me permets de vous présenter mon collègue, cadre de santé formateur avec moi, Patrick Lossel, qui sera à la fois les yeux, la voix et les oreilles de Steve. Patrick va pouvoir interagir en fonction des actions de nos intervenants. Mais trêve de discours, je suis sûre que vous attendez avec impatience l'action. Alors, comme on dirait au cinéma, Simu Pro Santé première, top départ. Moi je dis avec Vanessa, les chaînes d'information n'ont qu'à bien se tenir. Hein. Alors on est parti sur cet accident et ce Steve qu'on va trouver sur la voie publique. Qui est-ce qui peut nous décrire un petit peu le scénario, ce qui est en train de se passer ? Bonjour monsieur. Ah, j'ai mal. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ah, je suis tombé la moto. Comment vous appelez ? Ah, Steve. D'accord Steve. Écoutez, on va bien s'occuper de vous. Hein. Vous étiez tout seul sur la moto ? Ah ouais, juste tout seul, ouais. Vous étiez tout seul, d'accord. Vous rouliez mais j'ai vite ? mal. Vous rouliez vite Steve ? Ah, j'ai mal au ventre. D'accord. Ce qu'on va faire, on va vous enlever le casque. Il y a mon collègue qui va vous poser des questions, d'accord ? Il faudra y Ah, répondre. mais je sais plus là. C'est bon pour vous ? J'ai mal. Allez. Ah là. Ah, je sais plus où je suis là. Tout ce qui s'est passé. Ah, mais laissez-moi là. J'en ai assez là. Ah, D'accord, vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé. aïe, Est-ce que vous aïe, savez quel jour aïe, nous aïe. sommes aujourd'hui, monsieur ? aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui, monsieur ? On est mercredi, je crois. D'accord.
Est-ce que vous savez où nous sommes? Ah, oh là là. J'ai mal. D'accord. Ah, Monsieur, on va vous poser un collier cervical, hein? C'est pour maintenir vos cervicales, d'accord? Pour pas qu'elles bougent. ouais. Oh, je suis pas fort. Je vais vous demander, monsieur, de regarder cette lumière. Ouais. Ah non, on va me mettre avec la lumière là. Ah, j'ai mal. Serrez-moi les mains, monsieur. Ouais, je le sens vos mains. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez bouger vos pieds? Ouais, mais j'ai comme des fourmis. D'accord, Ah, difficilement. J'ai mal. Est-ce que vous sentez quand je vous appuie? Oui, j'ai mal. Est-ce que vous sentez quand je vous appuie? Oui. Est-ce que vous sentez quand je vous appuie? Ouais, mais ça fait des fourmis. D'accord. Voilà, donc là on a le SDIS, les pompiers qui sont en train d'intervenir autour de Steve. Il y a le colonel Dulot qui est là également. On a une intervention, je veux dire, classique des pompiers. En quoi c'est intéressant pour vous en tant que pompier que d'autres corps de métier, infirmières, médecins ou autres, assistent à ce type d'opération de votre part? Pour nous, l'intérêt est évident. Les sapeurs-pompiers ont une compétence exclusive, c'est l'incendie. Mais à partir du moment où on intervient sur d'autres types d'interventions, et le secours à personne en particulier, c'est une compétence croisée, partagée avec d'autres intervenants et d'autres acteurs. Alors je ne parle pas des forces de l'ordre qui sont là pour sécuriser les lieux, mais bien évidemment sur les soins ou les secours aux victimes, le partenariat avec, alors d'une part, nos propres ressources en termes de services de santé et de secours médical, infirmiers et médecins, mais aussi avec les intervenants partenaires que sont les acteurs du SAMU, puis la prise en charge au niveau des urgences. Sophie Capiello, Pierre Pazelli, en quoi c'est important pour vous, alors les médecins ou les infirmières, d'assister également et de comprendre ce travail qui se fait sur place? En quoi est-ce qu'on est là dans la pédagogie et de la formation? Alors c'est très important dans la mesure où se voir permet de faire d'énormes progrès. Vous avez entendu les 3 phases. D'abord on écrit un scénario, on le met en œuvre et ensuite on fait un débriefing. Mais j'ai pris le guidon dans le ventre. De voir la fameuse tablette, colonel Dulot, est-ce que vous pourriez en expliquer juste, excusez-moi, monsieur Penzeli? Très simplement, c'est Dans les prises en charge. on parlait de mobilité sur la conférence inaugurale hier, enfin d'outils de mobilité, ça arrive aussi chez nous. La tablette peut avoir plein d'usages au niveau de nos engins, donc c'est effectivement l'équipement que vous voyez là. Sur le secours à personne, elle peut permettre de renseigner un bilan de victime, bilan circonstanciel, bilan lésionnel, bilan vital, et de le transmettre dans les plus brefs délais à la structure d'urgence, enfin à la régulation du SAMU dans un premier temps, et à la structure d'urgence qui sera susceptible d'accueillir la victime. Donc avec des outils mis en commun, partagés, exploités de la même façon par les acteurs de terrain et par les services d'accueil aux urgences, on a évidemment du gain de temps et une amélioration de la prise en charge des patients qu'on amène aux urgences. Alors là, on vient de voir que le SMUR est arrivé. Donc, première intervention du SDIS sur la voie publique. Donc, on identifie que le patient a besoin d'un soutien médical avancé. Et donc, on dépêche un véhicule du SMUR qui vient d'arriver avec un équipage complet. Donc, un médecin urgentiste et du personnel infirmier. On parlait tout à l'heure effectivement de corps de métier qui sont différents et dont c'est important de connaître les fonctionnements des uns et des autres, les manières différentes de voir les choses. Par exemple, entre SMUR et pompiers, sur quel point aujourd'hui on pourrait améliorer la transmission d'informations ou une meilleure coordination des acteurs? Colonel Dulot. Tout simplement aujourd'hui, si on fait la comparaison entre ce qui se pratique de façon très habituelle et ce que pourraient permettre ces nouveaux outils, parce que les tablettes ne sont pas encore déployées dans le Tarn ni dans tous les SDIS de France. Aujourd'hui, quand on prend en charge une victime, on a nécessité d'informer, de passer un bilan de régulation au SAMU, qui va lui décider en fonction de ce bilan d'envoyer des moyens complémentaires, donc de médicaliser le cas échéant par un SMUR. Et puis également de l'orientation de la victime en fonction de la capacité du plateau de destination de la prendre en charge ou pas. C'est pour ça qu'on peut avoir parfois des évacuations directes qui se font sur les centres toulousains plutôt que de passer par des hôpitaux tarnais si d'aventure la compétence est meilleur sur les plateformes toulousaines. L'intérêt de la plateforme, de la tablette, ça peut permettre en renseignant des bilans qui aujourd'hui sont transmis à la voix, par radio, de les transmettre et de les diffuser par voie informatique, et de donner des renseignements plus précis, plus fiables et plus rapides au centre de régulation qui pourra adapter sa décision de façon améliorée évidemment par rapport à la situation actuelle. Et on peut imaginer derrière, dans un futur qui est peut-être pas si lointain, la possibilité de transmettre de l'image aussi et d'avoir aussi du télédiagnostic à distance.
Pierre Pinzelli, même question. Là, on a eu l'avis des pompiers du côté SMUR. Est-ce que vous attendez demain d'autres informations, d'autres choses, une meilleure coordination entre ces deux corps de métier? Alors, on attend deux choses. On attend l'avancée des outils technologiques. Ça vient d'être parfaitement dit, je ne vais pas le reprendre. C'est vrai que ces outils nous permettent d'avancer, de progresser, d'être plus efficaces, plus réactifs, plus justes dans nos réactions. Mais on attend aussi beaucoup de notre capacité à nous coordonner de mieux en mieux. Et c'est pour ça que ces exercices communs, être ensemble, travailler ensemble, expérimenter ensemble, débriefer ensemble, c'est fondamental. Et on le voit bien chaque fois qu'on se met en simulation, quel que soit le niveau de maturité, et il est déjà très important, de notre capacité à agir, eh bien on a des progrès à faire et chaque fois on franchit une étape supplémentaire. Jusqu'à présent, on avait tendance à franchir ces étapes un peu séparément. Chacun dans sa paroisse, je dirais-je. Aujourd'hui, l'idée, c'est de les franchir ensemble, ces étapes. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples, par exemple, précis d'étapes que vous avez franchies récemment, que vous avez envie de franchir ensemble, justement, dans des opérations sur place? J'ai envie d'évoquer le domaine de la formation. On utilise dans la simulation qui vous est présentée un mannequin qui est propriété de l'IFSI et qui nous a proposé de partager dans certaines circonstances sa mise en œuvre pour la formation de nos propres équipes. Donc c'est un partenariat qui va s'officialiser la semaine prochaine, mais enfin pour nous qui est très intéressant parce que au-delà de l'intérêt de faire travailler les équipes ensemble, l'intérêt de mutualiser les outils pour les faire progresser est aussi capital pour tout le monde dans des périodes où les finances publiques sont quand même sous tension. Vous allez m'amener où? Donc là on voit Steve qui a l'air en mauvaise passe quand même, le pauvre accidenté de la route. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant, Sophie Capillo? Eh bien, il va être transporté comme tout patient qui aurait les mêmes pathologies, opéré au bloc. Le docteur Garcia, qu'on voit ici présent sur la gauche, va venir expliquer ce que va subir ce patient, que nous retrouverons ensuite sur une chambre d'hospitalisation du Living Lab d'Isis. Voilà, donc on va laisser Steve être transporté peut-être rapidement jusqu'à son bloc opératoire. Il y a le docteur Garcia qui va nous rejoindre. Donc là, on peut voir Patrick qui commande la distance manuelle. Alors peut-être un mot sur l'intérêt aussi d'utiliser le lab. Parce que là on voit bien qu'on est sur la voie publique, on est dans la coordination des acteurs sur la voie publique. Dans le lab, on continue la simulation en allant plus loin dans l'analyse de la coordination, des gestes, des postures de tout le monde. Et on peut, grâce à cette association, vraiment tout disséquer et donc du coup être dans une très grande recherche d'efficacité. La place, y compris spatiale, de chacun autour du patient. Comment est-ce que les informations sont passées? Comment est-ce que l'instrumentation est passée? Et tout ça va être derrière, grâce à ces nouveaux outils, disséqués pour encore une fois s'améliorer. Ouais. Et on a la chance, nous ici à Castres justement, au sein de l'ISIS, l'école dans laquelle nous sommes, d'avoir un Living Lab, je précise pour tout le monde, dans lequel, vous allez le voir d'ici quelques minutes, on a reproduit une chambre d'hôpital, on a également une chambre de résidence, d'EHPAD ou autre, on a même une pharmacie, un cabinet de médecins, même si on ne les verra pas aujourd'hui, c'est bon de signaler. Et donc là, on va voir tout de suite normalement Steve qui va être transporté dans ce Living Lab. Il va passer d'abord par le bloc opératoire de l'hôpital et peut-être que le docteur Garcia va venir nous rejoindre comme par magie depuis cette voie publique, depuis cette rue où a donc eu lieu cet accident de mobylette avec ce patient qui est tombé. On voit qu'il a d'abord été pris en charge par les pompiers, puis prise en charge par le SMUR. Et voilà, docteur Garcia, venez. Incroyable! Ça, c'est des médecins qui vont vite. Il y a 10 secondes à côté du malade et hop, à présent, à côté de nous. Venez avec nous. J'ai envie de vous poser la même question qu'aux personnes qui étaient à côté de vous. En quoi ce type de simulation, on voit bien que c'est lourd à mettre en place, on mobilise les pompiers, on mobilise le SMUR, on mobilise beaucoup de monde. En quoi c'est quelque chose d'utile finalement pour vous en tant que médecin? C'est utile à plusieurs titres. D'abord, on répète les procédures. On se met vraiment en situation réelle. Vous voyez, je suis d'ailleurs essoufflé. On joue le jeu de la réalité et du coup, on se met face aux difficultés réelles. Et on utilise cette mise en difficulté pour débriefer dans un second temps. Donc le débriefing est la phase la plus importante de la simulation, dans laquelle on essaye de déconstruire le mécanisme qui nous a amené à un raisonnement et de le reconstruire
pour garder un raisonnement efficace. Ah, j'ai posé ma question et qui est sincèrement naïve pour une fois comme question, mais j'ai envie de vous dire, les pompiers ça roule quoi, enfin ils connaissent leur métier, ça marche, ça se fait tout seul, ça marche bien. Les SMUR sont quand même des outils qui sont assez extraordinaires, formidables, qui fonctionnent en permanence. On a des professionnels qui connaissent leur métier, qui connaissent par cœur sur le bout des doigts les situations d'urgence et qui arrivent à gérer des choses tout de même incroyables. J'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui vous reste franchement à améliorer alors que chacun roule bien de son côté? C'est vrai qu'on a une belle médecine en France, hein, et en particulier une belle médecine d'urgence, et notamment même dans notre département et dans notre secteur. Je pense qu'on a des équipes très efficaces, mais celui qui ne cherche pas à progresser régresse, donc il faut toujours chercher à progresser, à utiliser les moyens modernes qui permettent ces progrès. Et je crois que l'outil de la simulation s'inscrit à la fois dans la tradition de la médecine, qui est le compagnonnage, la répétition par l'apprentissage les uns par les autres, et s'inscrit dans la modernité. Là, à chaud, je ne sais pas si je peux vous poser la question, mais quand même, vous parlez de débriefer, de s'améliorer, de voir des détails qui ne vont pas. Moi, vu de l'extérieur, honnêtement, j'ai vu des pompiers qui ont fait leur boulot autour de Steve, qui l'ont bien pris en charge. J'ai vu le SMUR qui est arrivé, qui a fait son travail classique de prise en charge. Qu'est-ce que vous, avec votre œil de professionnel, avez vu comme petits détails concrets que vous pourriez améliorer? Aujourd'hui, il y a un petit biais de simulation, il faut le dire, c'est que, un biais dans l'exercice, c'est qu'on a préparé l'exercice, alors que normalement, les exercices ne doivent pas être répétés, préparés. Sinon, aujourd'hui, moi, j'ai vu des petites choses à améliorer. Par exemple, concret. Notamment dans le positionnement sur les côtés. J'étais obligé de faire la phase écho. Au passage, je remercie la société Auscult qui nous a prêté un prototype. Et j'ai été obligé de la faire du mauvais côté parce que l'infirmière me gênait. Bon, voilà, des petits détails qui font que on peut encore améliorer notre prise en charge. Des petits détails de positionnement, de rapidité. Il n'y avait pas de gel dans l'appareil d'échographie. On ne peut pas faire d'échographie si on n'a pas de gel. C'est un petit détail. Le chauffeur a dû revenir à la voiture. Bon, voilà. Ouais, tous ces petits détails, mais qui vont gagner parfois des précieuses secondes quand il s'agit de sauver des vies. Donc là, Steve, il a été pris en charge par vos services. Qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Il passe au bloc. Il passe au bloc. En pratique, il faut aller le plus rapidement possible au bloc. Dans la vraie vie, chez nous, il va passer très rapidement par le déchocage. On a une structure avec 4 boxes de déchocage. Donc là, le médecin d'accueil serait prêt à l'accueillir. On aurait en amont fait venir le réanimateur, enfin l'anesthésiste réanimateur, préparer du sang pour le transfuser, fait venir le chirurgien pour l'opérer, enfin pour prévoir l'opération, lui expliquer qu'on va l'opérer. Ensuite, il va au bloc opératoire. Donc lui, dans notre cas, il a 2 problèmes. Un problème qui doit être réglé en urgence, c'est une hémorragie intra-abdominale. Dans ce cas, probablement une fracture de la rate, donc qui nécessite une splénectomie en urgence. Et là, après, il a un deuxième problème de rachis qui peut être pris en charge dans un second temps. Donc là, il va aller très rapidement au CHIC Castres-Mazamet, être pris en charge au déchocage et en quelques minutes aller au bloc opératoire pour être pris en charge par le chirurgien viscéral. Alors là, on va le faire en accéléré. En temps normal, ça prend combien de temps? Si on était ici, il faut une dizaine de minutes pour aller au CHIC, on va dire un quart d'heure de conditionnement ou 20 minutes au déchocage, et puis 1 heure d'opération environ. Ah, c'est du rapide quand même, hein. C'est rapide, c'est efficace, et ça sauve des vies. Alors, ensuite, il sort de salle d'opération. C'est peut-être là qu'on va le retrouver. Il arrive en chambre d'hôpital. Voilà, il doit arriver en salle de réveil. C'est une salle de réveil, voilà. Alors, est-ce qu'il est déjà arrivé en salle de réveil ou pas? On va voir si Steve est arrivé dans sa chambre où il va être accueilli. Conteneur à aiguillard. Voilà. Allez, voilà. Regardez, c'est formidable. On retrouve Steve. Là, il est en salle de réveil. On est en préparation là pour l'instant. Attendez, on n'est pas prêt. Là. Ils sont en train de le préparer. Voilà, ils sont en train de préparer ce mannequin. Sophie Capillo, peut-être un mot d'ailleurs sur le mannequin. Il fait quoi ce mannequin? C'est assez performant. Il fait pas que pousser des cris, des râles. Hein. Non, en fait, il ne fait pas que ça. Il adapte aussi toutes ses constantes et ses réactions sur des situations d'urgence. C'est pour ça que l'on a souhaité, c'est un achat chic ici de ce mannequin. On a souhaité avec
surtout M. Penzelli, l'acquérir pour pouvoir à un moment donné offrir des fonctionnalités que l'on démontrera plus tard. À vous de demander à Patrick de commander le mannequin et pour qu'on puisse aussi en faire bénéficier à la fois les professionnels du chic mais aussi du territoire, mais aussi le 8e R Prima que je tiens à saluer, qui a été présent aujourd'hui malgré leur emploi du temps très dense, de façon à ce qu'on puisse explorer les plus grandes facettes de situation par rapport à cet outil. Alors là, il arrive en salle de réveil, donc il est déjà passé par les pompiers, par le SMUR, je suppose par une autre équipe qui l'a préparé au déchocage, par une équipe suivante qui est à l'opération. Et là, il va arriver dans les mains de qui en salle de réveil, Sophie Capillo? Alors aujourd'hui, ce que l'on va vous présenter, c'est toujours le filigrane, c'est le parcours patient avec des acteurs à compétences différentes qui vont prendre en charge ce patient. Là, on a un instant T sur une chambre d'hôpital. On va peut-être la retrouver à l'image d'ailleurs. Oui. Voilà. Donc là, on voit Vanessa et Patrick qui sont en train de préparer le mannequin au scénario qui va se jouer devant vous et qui va mettre en présence des étudiants infirmiers de 3e année et de 1re année. Je dis 3e et 1re parce que c'est important qu'ils travaillent aussi la compétence d'encadrement. Et donc la simulation est aussi une possibilité de mêler ces compétences-là, mais aussi les élèves aides-soignants qui sont présents. Et là, on verra aussi les étudiants d'ISIS, puisque de plus en plus, les professionnels de santé seront en relation avec des ingénieurs en santé, puisque les outils numériques vont se développer dans les prises en charge. C'est très important ce que vous dites là. Vous parlez de compétences d'encadrement. Et c'est vrai que dans l'imaginaire, lorsqu'on pense infirmier, infirmière, médecin, on pense d'avoir des compétences techniques, des capacités à aller à piquer au bon endroit, à mettre le bon capteur au bon endroit. Non, là on est en situation d'urgence, on est en situation difficile, d'un malade qui va être sauvé, enfin il est quand même pas en bonne santé non plus. Et vous dites l'encadrement, la gestion d'équipe, c'est quelque chose de très important qu'on doit apprendre. Oui, c'est tout à fait ce que l'on souhaite en perspective à développer, c'est-à-dire que l'outil, d'accord, c'est un bel outil que nous avons, ça je crois qu'on ne peut pas le renier. Le labo est très beau, mais si l'on ne travaille pas avec des compétences différentes sur les interrelations qui peuvent se jouer, l'encadrement, la gestion de crise, etc., voir comment la relation se distribue, les consignes se distribuent, colonel Dulot aussi dans les situations d'urgence c'est le cas, eh bien on ne travaille qu'un aspect technique. Or la dimension relationnelle dans les situations est très très importante. Docteur Garcia, vous vouliez compléter. Oui, non, je disais que les images que nous voyons illustrent quand même un aspect de l'outil de simulation, c'est qu'il y a un gros temps de préparation. Et justement, si on veut être assez fin sur les relations interprofessionnelles, humaines interprofessionnelles, il y a un grand soin à apporter à la préparation des scénarios. Alors justement, gros temps de préparation, vous avez vu quand même, ils ont été efficaces sur place, la préparation elle est faite, le mannequin il est prêt. Alors on va regarder en live comment se passe cette intervention en salle de réveil. On vient voir comment vous allez. Bonjour Monsieur Durand. Ne vous inquiétez pas, on va vous toucher un petit peu partout. On va faire un petit bilan clinique. Donc je te laisse Vanessa. Ouais, on va évaluer la conscience d'abord. Donc je vais regarder comment vont vos pupilles. Donc là, on voit les constantes qui sont commandées par Patrick en fonction des gestes produits par les étudiants. C'est-à-dire que si les étudiants ne produisent pas les bons gestes, on peut créer une hypotension et donc Patrick va simuler une hypotension du patient. Alors on va les écouter 2-3 minutes, voir comment ils se comportent les étudiants, puis après on aura l'avis de la directrice dessus. On est très calme là pour l'instant. Il respire bien, il n'y a pas de crayonnement, pas d'encombrement bronchique. D'accord. Fréquence respiration 16. Ouais, ok, on est bon. Donc au niveau de sa fonction respiratoire, tout va bien, il est à 96% de saturation. Oui, il sature bien, ouais. On voit qu'au niveau du respi, toutes les normes sont correctes. Et ça, son intubation n'a pas bien passé. Oui, elle n'a pas bougé. Non, elle n'a pas bougé, tout est impeccable. Ok, parfait. Donc on va... Je vous laisse continuer, je vais juste appeler l'intervention, j'ai un petit problème de retranscription. On va surveiller quand même la fonction respiratoire, la fonction circulatoire. Oui. Tu prends le... Allez, je prends le Provagnol. C'est bon. Ce sont des élèves qui ont déjà fait cet exercice ou pas, qui s'y confrontent comme ça pour la première fois? Alors pour le film, on s'est exercé. Pour la simulation, je vais laisser Monsieur Garcia expliquer, qui est allé se former en simulation à Chambéry.
Oui, donc là aujourd'hui, c'est une démonstration de ce que peut être la simulation. Sinon, donc, normalement, l'étudiant n'est pas au courant du scénario. Enfin, l'étudiant ou qui peut être médecin confirmé d'ailleurs, n'est pas au courant du scénario. Alors, on a quelqu'un d'autre qui va arriver, une autre partie de l'équipe. Donc c'est l'ingénieur Isis. Moi, j'ai pas de rougeur, de chaleur, pas de rougeur. Parce qu'il y a un problème d'informatique sur un appareil. Ce qui peut arriver tous les jours dans la pratique. Oh non, ne dites pas ça. On continue, monsieur Durand. Qui pourrait conditionner. Vérifier l'état du pansement. Donc, les étudiants ne sont pas au courant du scénario. Tout l'intérêt étant effectivement ensuite d'analyser. Enfin, quand on crée un scénario, il faut avoir un objectif précis qu'on va observer en tant qu'observateur. L'étudiant n'est pas au courant non plus de l'objectif, bien entendu. Et c'est au cours du débriefing qu'on va voir quels sont les raisonnements qui ont amené l'étudiant à se comporter de telle ou telle façon et quel aurait dû être son raisonnement pour arriver à ça. Alors parce que ce sont des scénarios qui en général sont faits quand même pour faire quelques erreurs, il y a quand même quelques pièges qui sont tendus. Parmi les erreurs fréquentes que peuvent faire, je ne sais pas, un infirmier ou un médecin dans ce type de situation, salle de réveil, ça peut être quoi ? Ce qui est très intéressant en simulation et surtout dans l'interdisciplinarité, ça n'est pas tellement l'aspect technique. Enfin, il peut y avoir l'aspect technique, mais ce qui est intéressant dans l'interdisciplinarité, c'est les relations interprofessionnelles et c'est savoir comment on s'est comporté au sens large, comment on a transmis les informations, comment on s'est positionné par rapport aux autres intervenants et par rapport aux patients. C'est-à-dire, par exemple, des oublis de transmission d'informations importantes ou qu'est-ce que vous avez pu vous observer dans votre pratique ? Ce qu'on observe beaucoup, c'est une non-écoute entre deux personnes qui se donnent une information, ce qui peut être, par exemple, si on avait eu une deuxième équipe qui prend en charge notre patient, moi, j'aurais pu donner des informations que mon interlocuteur n'aurait pas bien reçues. Donc, on aurait pu, par exemple, mettre comme objectif de savoir utiliser un outil qui permet, en quelques secondes, de donner des informations. Donc, ça existe, ça s'appelle le SAED, par exemple, et où, en 4 termes, on donne une information rapide. Donc, on pourrait, par exemple, le faire. Là, on l'a très bien fait avec le pompier qui m'a donné rapidement les informations dont il disposait, mais on aurait pu mal le faire. Oui, ça, Thomas. Quelles sont vos premières observations pour vous qui étiez sur le terrain, qui avez suivi ce malade, qui avez suivi également son transport jusqu'en salle de réveil? On insistait beaucoup entre nous justement sur la nécessité de bien se donner les informations, de coordonner les équipes. Est-ce que vous avez vu des erreurs, par exemple, des choses qui vous ont choqué? Absolument pas. Et justement, parce que nous travaillons énormément sur la communication, ça fait partie d'un des objectifs fondamentaux du travail en équipe pluridisciplinaire. Donc, la communication est essentielle. Et justement, je pense que là, l'exercice a été vraiment très bien réussi. Et pour la partie aide soignant étudiant, donc vous aviez dans la chambre réanimation donc des étudiantes en soins infirmiers, une élève aide-soignante également, et donc nous travaillons sur la communication, la collaboration infirmière aide-soignante et sur l'apprentissage de ces étudiants. C'est fou, hein, chaque fois que je vous entends, je réalise à quel point c'est pas finalement le soin technique qui est le plus complexe dans cette histoire-là. On reste encore dans de l'humain, pas que l'humain du malade, mais l'humain des soignants, où on doit tous s'écouter et travailler ensemble. C'est indispensable. C'est indispensable c'est incontournable et indispensable pour la sécurité du patient. Là, l'exercice, il se termine. Steve, il va devenir quoi maintenant? Alors, je laisse la compétence médicale. Là, il va aller en réanimation, service de réanimation. Et donc, imaginons qu'il n'ait pas pu être opéré de sa colonne, être restabilisé pour être opéré dans un second temps de sa colonne, donc de la colonne vertébrale. Donc, ce genre d'opérations ne peuvent être réalisées que dans des centres spécialisés. Donc, par exemple, dans notre cas, il devrait bénéficier d'un transfert secondaire. Et notre équipe des urgences de Castres réalise un grand nombre de transferts secondaires sur les CHU médicalisés. Que va devenir, là on a vu un exercice donc, de formation avec beaucoup de monde mobilisé, on voit l'importance, vous avez décrit aussi les gestes qui peuvent vous gêner, soit dans votre manière de vous projeter dans l'espace, soit aussi dans la manière dont les informations sont transmises, mais
que va devenir cet élément de formation? Est-ce que vous le faites une fois tous les 3 ans, 4 ans, mobilisant beaucoup de monde? Ou comment, au contraire, faire que ces exercices de formation sur lesquels vous insistez deviennent des exercices communs pour tous ceux qui travaillent dans le monde médical? Alors déjà, il y a une première étape incontournable qu'on n'a pas abordée, qu'on ne pourra pas aborder en termes de temps, c'est le débriefing. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de laisser partir les apprenants comme ça. Avant de parler de programmation de formation, il y a l'étape fondamentale du débriefing qui va durer minimum la durée du déroulé du scénario, mais en général, vous pouvez multiplier par 3, voire au-delà, puisqu'on va aller, selon les différentes phases, travailler sur vraiment les phases, tout le déroulé, concrètement, descriptif complet, étape par étape. Ensuite, on va avoir une phase vraiment d'analyse qui va nous permettre un petit peu de voir quel était le raisonnement, comment les uns et les autres ont pensé, à quel moment, pourquoi, comment, etc. Et ensuite, donc, on va voir un petit peu quels étaient les points forts, les axes d'amélioration pour vraiment améliorer nos pratiques. Et on terminera vraiment par une synthèse. Une synthèse pour voir qu'est-ce qu'on pourrait transférer sur d'autres situations à venir quand elles se reproduiront. Et se rajoute à cette phase de débriefing également une phase un petit peu de ressenti en amont, c'est-à-dire un petit peu comment les apprenants ont vécu cette situation. Et au besoin, en fonction des types de formation, si vous voulez, on va peut-être avoir un complément également d'information ou un cours derrière pour stabiliser tout va dépendre en fait du niveau d'apprentissage des apprenants. Sophie Capiello. Il y a de plus en plus de centres et on est en train d'y songer avec M. Penzelli aussi sur le fait que dans le débriefing, il y ait des compétences différentes qui aident à débriefer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir évidemment les compétences des formateurs, qu'ils soient SDIS, 8e R Prima ou IFSI ou CHIC, mais il y a aussi des compétences en termes de sociologie et en termes de psychologie. Et donc, ces personnes sont là à visionner et à débriefer et à aider les acteurs à comprendre, comme le disait M. Penzelli par exemple, le positionnement du corps dans l'espace et l'impact que cela a entraîné dans la relation à l'autre, mais aussi comment la parole a circulé au niveau hiérarchique, mais aussi au niveau des compétences transverses. Parce que c'est très difficile, on ne peut pas l'imaginer à quel point les corps de compétences ont des langages et des cultures différentes. Et la difficulté, c'est de créer une culture commune de prise en charge. Et là, je vais demander à M. Pengo de nous rejoindre. Malade, qui est enseignant ici à l'ISIS et qui est en charge de ce Living Blab. Et avec qui on essaye de développer avec M. Penzelli justement déjà cette culture de professionnels qui auront à travailler ensemble. Et Dieu sait que c'est difficile de comprendre un ingénieur en santé. Et pour un ingénieur en santé, Dieu que c'est difficile de comprendre un langage professionnel. Je vais lui laisser la parole. On va lui laisser ce micro, Hervé Pingot. C'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Rapprochez-vous, si revenez plus au centre. C'est vrai que c'est compliqué à comprendre un ingénieur en santé. Ça parle pas le même langage que tout le monde. C'est pas plus compliqué qu'un autre professionnel, c'est complexe. Voilà, donc c'est une connaissance mutuelle qui doit être entretenue et surtout ça démarre avec une acculturation et une ouverture vers l'autre. Donc c'est vraiment le centre de notre projet commun aujourd'hui. Pierre Penzelli et Bernard Rigaud expliquaient tout à l'heure qu'on a conventionné pour préparer un avenir. Cet avenir, il est basé sur un projet pédagogique que nous allons travailler dans les prochains mois qui consiste à mieux se connaître, à échanger des enseignants. Donc nous allons aller faire des cours sur l'acculturation en information et communication de l'IFSI et les enseignants de l'IFSI vont venir chez nous pour expliquer le geste, la pratique médicale à nos étudiants ingénieurs. Ça, c'est le premier niveau. On va partager des compétences et des savoirs. Et puis ensuite, le deuxième niveau, c'est qu'on a décidé de faire des projets communs autour de ce qui nous rejoint le plus, c'est-à-dire le parcours patient et cette notion de coordination. Donc on va travailler sur des projets avec des étudiants des deux institutions qui sont réunis en équipe projet, de manière à pouvoir, à partir des situations comme on vient de le voir, et à partir de films qui sont faits, pouvoir ensuite réfléchir à l'apport de nouvelles technologies pour améliorer le dispositif. À partir de là, les étudiants ingénieurs sont capables de faire des projets, des maquettes, des prototypes, et puis on les remettra en situation avec les IFSI pour juger de la valeur. On est, pour moi, au cœur de ce qu'on appelle un Living Lab, c'est-à-dire le côté vivant, et qui est d'abord basé sur la pratique. Ce qui nous manquait aujourd'hui à ISIS, c'était, je dirais, le professionnalisme du geste médical
la réalité de cette pratique. Parfois, quand on faisait des films uniquement en simulant les patients ou les professionnels, ça faisait rigoler les collègues de l'IFSI parce qu'on n'avait pas du tout la façon de faire une piqûre, etc. Ils étaient morts de rire. Là, demain, ce ne sera plus le cas. Et je trouve que ça, c'est un peu exemplaire. On est en train de préparer un futur, à mon avis, qui est quand même extrêmement important en matière de formation de part et d'autre. Et c'est ça qui est incroyable à Castres-Mazamet. On a quand même des acteurs de santé qui travaillent en permanence ensemble, qui sont reliés dans ce territoire et où c'est possible et finalement simple parce que les acteurs se connaissent de joindre depuis le début d'une simulation des pompiers, du SMUR, de disposer d'un outil ici qui reproduit une chambre d'hôpital, qui va reproduire ensuite une chambre ou d'EHPAD ou une chambre de maison d'établissement de soins et de travailler sur un parcours complet. Merci à tous, on peut les applaudir pour cette simulation qui a nécessité beaucoup de monde. Je ne sais pas si dans le Living Lab, là où il se passe toujours, il y a... Pardon ? Bonjour. Ah, il y a Patrick, voilà. Oui, on retrouve Patrick dans le Living Lab qu'on a oublié. Bonjour. Pour nous décrire un petit peu les fonctionnalités de ce mannequin qui ne fait pas que pousser des râles, Patrick. Ah non, il ne fait pas que pousser des râles et d'ailleurs j'ai eu un petit peu chaud au passage. Voilà, par contre, si on le regarde à volonté, il peut vous regarder. Et puis il est assez sympathique parce il est capable de vous faire des petits clins d'œil, vous voyez, comme ça. Il est assez sympa, vous voyez, il vous fait des petits clins d'œil, il échange ses petits clins d'œil, voilà. Et puis il peut avoir les yeux demi-ouverts, tranquillement, voilà, ou grand ouverts, tout simplement. Et puis vous parlez, il ne fait pas qu'avoir mal, effectivement, il peut aussi tousser. Ah oui, là, non, Steve, il est vraiment en très très mauvaise voie, là. Voilà, et il peut aussi... on va arrêter là tout, on va peut-être le faire vomir un peu de temps en temps, mais... Ah, c'est bientôt midi, je vais arrêter là, je pense, par rapport à ça. Et puis ensuite, bien sûr, pour tous ceux qui aiment beaucoup la cardiologie, on peut arriver à lui faire des petites choses comme ceci, par exemple. Voilà, c'est-à-dire qu'il va commencer à s'accélérer un petit peu, voilà. Et on va le voir ici sur le pad en instantané. Vous voyez, automatiquement, on arrive à avoir une interaction tout de suite avec ça. Vous voyez, il commence à aller à 180. Et puis, on peut avoir des équipements qui ont été préparés. Et puis, il continue. Ah, là, il vient de passer en tachycardie ventriculaire. Donc, ça va aller de plus en plus mal pour notre ami Steve. Et c'est un véritable acte de torture que vous nous faites, Patrick. C'est affreux, là. Ah non, mais c'est-à-dire que vous êtes en direct, mais là, tout d'un coup, il s'accélère et puis il n'est pas toujours en forme. Voilà, il va revenir. Mais si jamais on avait voulu, il va récupérer un petit peu. On a eu chaud quand même. Voilà. C'était vraiment comme ça qu'il fallait faire les choses. Donc, vous voyez que l'interactivité est totalement impeccable entre ce que font les apprenants et ce que Steve peut faire. C'est-à-dire que dès qu'un apprenant fait le geste adéquat, eh bien Steve va réagir de manière adéquate. Sinon, il va vous dire « Attention, ça ne va pas ». Voilà. Bravo, merci Patrick, on peut applaudir, qui est là-haut. À quelques encablures dans le Living Lab. Il nous reste 3-4 minutes dans cette simulation. Je vous propose de prendre la parole dans la salle et de poser effectivement les questions. On va vous rejoindre. Voilà, descendez, venez, rejoignez-nous Patrick. Avec Steve. On va arriver. Et je vous propose de prendre la parole et de poser des questions, des demandes d'informations ou bien simplement votre rapport d'étonnement par rapport à ce que vous avez vu ce matin. Il y a des micros qui vont circuler. Juste le temps que les micros circulent, je voulais dire qu'on peut aussi rajouter des modules optionnels de blessures. Donc des blessures de guerre, des blessures qui simulent une réalité qui fait que le mannequin peut être modulable aussi physiquement, plus que techniquement. Ouais, important et impressionnant aussi. Oui, je pense aussi qu'il faut bien réaliser que quand on voit le mannequin à l'image, on l'imagine bien mannequin, on l'identifie bien comme un mannequin. Quand on est sur la simulation, très vite, on oublie que c'est un mannequin. C'est-à-dire que le niveau de réactivité du mannequin, les constantes vitales qui se dégradent, font que très vite, on rentre, nos apprenants ou nos professionnels aguerris, rentrent totalement dans la simulation. Voilà, ils arrivent, et donc ce n'est plus un mannequin. Ah ben, on peut faire peut-être monter une étudiante et lui demander un petit peu, venez, rejoignez-nous. On va essayer de voir avec vous comment est-ce que vous avez vécu cet exercice là-haut. Très bien. Ouais, qu'est-ce qui vous a semblé facile, difficile? Oh, trop facile. Moi, plus besoin d'être formé, vous voyez ça. Facile, jamais, parce qu'on a quand même une vie entre les mains, donc
Voilà. Ouais. Et le plus dur, si on était en débriefing, vous aviez deux ou trois détails que vous avez déjà repérés, que vous aimeriez bien améliorer lors d'un prochain exercice, ce seraient lesquels? Merci. Je dirais que les détails à améliorer seraient peut-être au niveau du visuel du mannequin, mais sinon après les détails concernant les constantes, concernant les meilleurs aspects cliniques sont bien représentés. C'est au plus proche de la réalité. Et le travail entre vous, communication entre vous, la manière dont on vous a amené le malade avec toutes ces informations, sont des choses qui ont roulé? On a travaillé en complémentarité. Oui. Oh bon. Et vous n'avez plus besoin d'exercices de formation, hein, c'est terminé, hein, ils sont parfaits. Une ou deux questions ou remarques de la salle avant de clore cette session. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Non? Tout est extrêmement clair sur cette simulation. Bah, écoutez, on va remercier en tout cas tous les acteurs. Je vous assure qu'ils ont fait un grand travail de préparation pour cette simulation, pour vous montrer aujourd'hui, en temps direct, l'intérêt d'une formation qui soit transdisciplinaire, justement, autour d'un cas spécifique. Voilà. On va... Et les pompiers? Ah oui, les pompiers qui sont là. Bah, un petit mot aux pompiers. Toujours là et toujours discret. Alors je vous pose, voilà, ça sera la dernière question. Votre sentiment à chaud, s'il y avait du débriefing à faire, des choses à améliorer, des choses à revoir? Écoutez, tout s'est très bien passé pour nous, et je pense pour l'ensemble des équipes. Ce qui est très bien dans cette simulation, c'est la coordination, et plus on améliore cette coordination, plus il y a une meilleure prise en charge du patient. Donc on est bien là pour ça, quoi. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin, c'était le but de cette opération. Merci à tous.